je fais partie de ceux qui ne sont pas des soucoupes volantes qui brutalement se sont posées dans le paysage politique. Et non, je suis pas réac du tout. J'ai jamais trouvé d'ailleurs que c'était mieux avant. 2027, c'est un moment clé. La France a rendez-vous avec son destin. C'est aussi avec ce sentiment d'urgence que j'ai décidé, moi, de déclarer ma candidature. Moi, je suis pas prédisposé. Autour de la table familiale, on parlait pas de culture, on parlait très peu de politique. Je pense que c'est une vie de sacrifice. C'est pas une vie où on s'appartient totalement. C'est pas une vie où on peut penser beaucoup à soi. Mais Marine Le Pen, elle est de gauche, non? Édouard Philippe, il n'a pas plié le match pour Bruno Retailleau? Non. Ah bien sûr que non. C'est quelqu'un pour lequel je l'estime. Mais il a gouverné avec Emmanuel Macron. Et donc ce bilan le rattrapera à un moment ou à un autre. Dans la vie politique, si on veut ne pas s'abîmer, il faut se préserver des rancœurs. Parce que sinon, si vous faites entrer par une petite porte un sentiment de haine, cette haine vous dévore. Je le dis pour la première fois avec vous, moi je ferai un moratoire. Un moratoire sur les lois sociétales? Oui, un moratoire. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oui. Quand j'y pense, je me dis quelle réaction aurais-je? Et comment je me prépare à... Voilà, mais toute la vie est une préparation. Dans les yeux d'Agathe. Bruno Retailleau. Comment devient-on Bruno Retailleau? On vous dit cultivé, affable, mais aussi raide, voire austère, en croisade et intranquille. La Vendée en étendard contre ce que vous nommez le petit monde politico-médiatique. Vous assumez vos convictions et votre foi. On vous surnomme le cardinal. Vous êtes aussi l'éternel numéro 2 qu'on n'a pas toujours vu venir. À 65 ans, après la révélation de Beauvau, vous espérez être le premier à l'Élysée. Mais êtes-vous condamné à conseiller le prince ou pouvez-vous régner à sa place? Êtes-vous de votre temps ou anachronique, réactionnaire ou visionnaire? Bonjour et bienvenue Bruno Retailleau. Bonjour Agathe Lambray. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Dans les yeux d'Agathe. Je vais commencer par tricher un tout petit peu. Et je vais ça commence bien. Ça commence bien. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Je me vois moi et je n'aime pas me regarder. J'ai plein de défauts, mais je ne crois pas être très égotique. Le narcissisme, c'est pas vraiment mon truc. C'est rare en politique, ça. Oui, mais c'est pas mon ressort. Je sais, peut-être qu'on y viendra, mais c'est vraiment pas ce qui me pousse devant tant d'ennuis, devant tant d'intranquillité, devant tant de soucis. Lionel Jospin disait aux journalistes qui n'arrivaient pas à le saisir, parfois ça l'agaçait, « Je suis un rigide qui évolue, un austère qui se marre, un protestant athée ». Est-ce que vous avez parfois envie de dire des choses comme ça pour qu'on comprenne mieux? Non, je me souviens très bien de la formule de Lionel Jospin, notamment sur l'austérité. Non, je sais qu'il y a un décalage. Ça me fait pas souffrir, mais ce décalage, je le vois d'abord à ma place, quand je regarde les réactions qu'ont les autres, les commentaires que les autres ont sur moi, et quand j'entends ceux qui me connaissent bien ou qui me découvrent, c'était le cas à Beauvau, où de temps en temps, certains me disaient, mais c'est curieux, en fait, vous ne ressemblez pas à la personne que j'avais en tête. Vous ne correspondez pas au cliché, à l'image d'Épinal qu'on se fait de vous. Ou à la caricature, parfois. Souvent à la caricature. Alors, la caricature, on peut parfois soi-même la renforcer. Mais je pense qu'il y a un décalage. Oui, je pense que les gens qui me connaissent savent qui je suis et me trouvent sans doute beaucoup moins raide. Pas du tout réac, d'ailleurs. Pas du tout réac. Pas du tout réac, oui, parce que je posais la question. Non, vous savez, au Sénat, j'ai passé une dizaine d'années de mes premières années parlementaires comme le spécialiste du numérique. J'étais passionné, j'étais président de la commission du dividende. J'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, avec le sentiment que avec Internet, il se passait quelque chose qui était incroyable, quoi, et que ça se passait de mon temps. Oui, donc ça, c'est pas très réac. Non, je trouve tourner au contraire, c'est des techniques et des technologies d'avenir. Et non, je suis pas réac du tout. J'ai jamais trouvé d'ailleurs que c'était mieux avant. Mais il y a deux idioties. L'idiotie qui consiste à se dire c'est forcément mieux avant, c'était mieux hier, et ça sera forcément mieux demain. Voilà, je renvoie dos à dos ces deux expressions. Comment vous allez depuis votre départ de la place Beauvau? Ça va bien, j'ai choisi de partir. Alors c'est compliqué de partir de la place Beauvau parce que, dans mon cas en tout cas, ça m'a passionné. C'est un ministère qui est très très exigeant,
Vraiment, je m'y suis donné corps et âme. C'est Je une dormais lessiveuse, un peu très peu. Oui. Vous Je dormiez dormais très peu. ben alors, heureusement, je dors déjà très peu. Oui, genre combien d'heures par nuit 4-5 heures, voilà. Donc, mais en c'est temps trop normal? peu, c'est sans doute trop peu. À Beauvau, c'était pas beaucoup. Donc, j'y suis rentré sans l'avoir prévu. À l'époque, c'est Michel Barnier. Et si on prend cette décision collégiale, collective de rentrer au gouvernement, alors que je suis un opposant assez sourcilleux d'Emmanuel Macron, c'était pas pour être le ministre d'Emmanuel Macron, c'était pour empêcher la gauche de gouverner, puisque c'était ou bien un gouvernement de droite, de cohabitation finalement, ou bien un gouvernement de gauche où il y avait eu le nouveau Front populaire et où déjà le Parti socialiste était sous l'emprise de LFI. Donc pour moi, vraiment, tout valait mieux plutôt qu'un gouvernement de cette gauche-là. Et donc j'ai décidé de m'engager aux côtés de Michel Barnier, non pas pour être le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, mais pour être un ministre de cohabitation, si j'ose dire. Et j'ai quitté le gouvernement, précisément quand j'ai vu que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, allait pratiquer une politique de gauche. Et d'un tweet, d'un seul coup, vous avez tout envoyé balader. Vous n'avez aucun regret aujourd'hui? Non, non, parce que vous vous rappelez ce tweet? C'est d'abord quand j'apprends que Bruno Le Maire rentre au gouvernement. Mais c'est pas le Bruno Le Maire, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel contre Bruno Le Absolument Maire? rien. Absolument rien. Simplement, moi, quelques heures avant, je vois le Premier ministre et je lui demande, puisque je suis aussi le chef d'un parti qui était dans ce que Michel Barnier avait appelé le socle commun, et je demande au Premier ministre quelle est l'architecture du gouvernement. Il va me donner tous les noms, sauf celui-là. Oui. Et je trouve que c'est une Vous avez l'impression qu'on faute vous de l'a fait à cas l'envers? en matière de... Absolument. Et moi, j'ai besoin, je suis Il comme vous a ça. menti? Il lui a menti par omission? En tout cas, c'est une faute vis-à-vis de la confiance. Donc, il y a cet élément-là. Et quand je fais le tweet, je dis pas du tout que je vais quitter le gouvernement. Simplement, je dis qu'il y a un petit problème quand même vis-à-vis de la rupture et je convoque une instance le lendemain pour voir ce que nous allions faire. Le problème, je l'ai su ensuite, puisque j'ai eu les autres chefs de parti, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Hervé Marseille, que ce soit François Bayrou, que ce soit Édouard Philippe, ils étaient tout aussi furieux que moi. Tout aussi furieux. Et dans la nuit, je pense que tout le monde a dû appeler ou l'Élysée ou Matignon. L'Élysée ou Matignon s'est dit, bah non, on peut pas, c'est en train d'exploser, donc il faut qu'on dissolve le gouvernement, etc. Par contre, C'est pas un peu de votre fait aussi? Vous n'avez pas été un peu sanguin? Vous êtes un sanguin normalement? Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas sanguin? Non, mais je suis attaché, je vais vous dire, pour moi la politique, ça doit être aussi les valeurs de la vraie vie. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que si la politique a aussi mauvaise presse, si les hommes et les femmes politiques ont perdu la confiance, c'est parce qu'il y a des valeurs simples de la vie qui ne sont plus respectées. Là, donc, il y avait ce manque de confiance. On me cache un dispositif important parce que je savais on allait demander aux Françaises, aux Français de faire des efforts. Sans doute des franchises médicales, sans doute des impôts, etc. Et on fait rentrer, semble le dire, au gouvernement, Bruno Le Maire, qui avec Emmanuel Macron incarnait la politique d'endettement. Pour moi, il y avait quelque chose qui ne tenait pas debout. Ensuite, et le fond, c'est que depuis 3 semaines, je négociais avec Sébastien Lecornu. C'est des points qui me semblaient évidents. Et à chaque fois, il me disait non, on ne va pas remettre en cause la réforme des retraites. Et à un moment donné, j'ai le sentiment que, en réalité, ce qui me racontait, c'était des balivernes. Et que on parlait ensemble, mais que derrière, il y avait autre chose. Il y avait des tractations avec le Parti socialiste, avec Olivier Faure. Et j'ai vu aussi que moi, j'avais des demandes à faire pour le régalien. Je voulais, par exemple, pour mieux maîtriser l'immigration, je voulais avoir la main sur les visas. Et à chaque fois, sur le domaine régalien, c'était pas Sébastien Lecornu qui m'appelait, qui me donnait des réponses, c'était Emmanuel Macron. Il était sous tutelle, Sébastien Donc Lecornu? j'ai vu qu'il y avait un changement de parallaxe. Vous en voulez beaucoup au président depuis cet épisode? Non, pas du... Alors, c'est pas une vertu chez moi, mais je suis construit de telle sorte que c'est pas le sentiment d'amertume, de rancœur qui m'habite, pas du tout. Je tourne très vite les pages. Je suis capable, y compris quand je suis un opposant très ferme, je suis capable de reconnaître, y compris au président de la République, des qualités qui sont pas forcément les miennes, mais par contre, je suis assez intransigeant sur le fond. Parce que pour moi, la politique, c'est les convictions.
Et je préfère pouvoir me regarder dans la glace plutôt que ruser. Voilà, c'est un choix, mais ça m'appartient, c'est ma liberté. Et cette liberté, je ne veux pas l'abdiquer. Cette sincérité, pourquoi est-ce que les Français m'ont découvert? Je pense qu'ils ont aussi découvert cette sincérité chez moi. Je pense qu'il y a aussi une crise de la parole publique qui n'est plus crédible. Et moi, je pense que, et c'est ça la politique, quand on arrive à aligner ce qu'on pense à l'intérieur de soi-même, ses convictions, avec les mots qui sortent de vos lèvres et l'action, quand il y a cet alignement, vous voyez, cette sincérité-là, eh bien, je pense que vous êtes compris. Pas toujours soutenu, mais au moins vous êtes compris et on vous reconnaît cette sincérité, cette authenticité. Beauvau, vous y êtes resté un an, un peu plus d'un an. Tous les jours, il y a tous les problèmes du pays qui vous remontent. Est-ce que c'est dur? Je crois que tous les matins, vous aviez une note, non? Oh, plusieurs fois par jour, mais le matin, le soir, bien sûr, dès 6 heures du matin, on a un centre de veille qui nous fait le compte-rendu des choses les plus abominables qui se sont passées dans la nuit. Et c'est sans doute, c'est vrai, ce qui est le plus dur, ce qu'il faut mettre à distance. C'est ce qu'il faut mettre à distance. Mais curieusement, quand je suis rentré à Beauvau, mes premiers pas, je me suis tout de suite mis dans ce costume-là. Alors que j'arrivais, quelques semaines avant, je n'y pensais pas du tout. Quelques jours avant, je ne m'étais pas préparé. Mais c'est mon parcours politique qui m'avait préparé. Parce que je fais partie de ceux qui ne sont pas des soucoupes volantes, qui brutalement se sont posées dans le paysage politique. J'ai présidé une intercommunalité que j'ai créée. Je suis issu du milieu rural. Je vis là où j'habite, depuis toujours, dans une commune de 1600 habitants, dans la ferme que mon grand-père a achetée avant la Deuxième Guerre mondiale. On va en parler dans un instant, mais vous avez 30 ans de politique. Ça aide quand on lit des Et choses horribles, oui, non, mais après en tout à les cas, mettre de côté? le sens de la responsabilité du commandement aussi, parce qu'à Beauvau, vous avez plus de 300 000 hommes en uniforme, vous avez des préfets, vous avez des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers, mais tout mon parcours, c'était comme condensé, c'était comme cristallisé pour me donner les moyens d'affronter, si j'ose dire, l'intérieur. Et à l'intérieur, ce que j'ai découvert, et ce qui m'a passionné, mais très rapidement, et je l'ai dit, c'est un ministère du clair-obscur. C'est-à-dire? L'obscur parce que vous êtes au contact du mal. La noirceur de l'âme humaine, vous l'avez dans ces comptes rendus abominables. Tout ne parvient pas d'ailleurs à la surface médiatique. Mais le ministre de l'Intérieur, ce qui est le plus abominable, vous le lisez, vous le voyez. Vous n'avez pas le choix. Parfois même sur des images. Donc ça, c'est très impressionnant, cette noirceur. Mais ça c'est la part ténébreuse, l'obscurité. La part de clarté, la part lumineuse, c'est les hommes et les femmes qui sont engagés à Beauvau. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Ces policiers, ces gendarmes, ces sapeurs-pompiers. Et je me souviens, c'est une des images les plus dures que j'emporte avec moi, 2 jeunes pompiers volontaires, ils avaient 21 22 ans. 21-22 ans, ils s'étaient engagés, c'était dans l'Aisne, et ils sont morts parce que dans un incendie, ils luttaient, et il y a eu un effondrement. Ils sont morts. Leurs frères d'armes ont lutté toute la nuit pour retrouver les corps. On les a retrouvés au petit matin. Et ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre, avec une ligne de vie. Vous savez, quand on pénètre dans un milieu très hostile avec de la fumée, il y a une ligne de vie. Ça permet d'être en binôme, comme s'ils se regardaient. La mort les a emportés. Ils s'étaient engagés ensemble. Ils avaient pénétré ensemble dans l'incendie et ils sont morts ensemble. Et l'un, ils étaient jeunes, mais l'un avait une petite fille. Donc c'est très très difficile. Mais pour moi, ces images-là, le cercueil était recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge. C'est des images qui sont fortes parce que, pour moi, je me dis, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui sont capables de donner leur vie pour leurs concitoyens, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui, finalement, font du don de soi l'axe de force de leur vie, plutôt que du chacun pour soi, on est emporté par le chacun pour soi, eh bien la France tiendra. La République tiendra debout aussi. Les hommes et les femmes de Beauvau, je leur rends hommage. C'est des hommes et des femmes qui ont un idéal. Ils n'ont pas forcément une grosse rémunération, mais ils croient en quelque chose, voyez. Et ils sont au service de leurs compatriotes. C'est pour ça que je ne supportais pas quand je voyais des insoumis mettre des cibles dans le dos de nos gendarmes, de nos policiers, avec cette phrase « la police tue ». C'est terrible. C'est des hommes, c'est des papas, des mamans qui vont travailler le matin et qui affrontent l'adversité, la violence. Il y a des milliers de policiers et de gendarmes, de sapeurs-pompiers, qui chaque année sont blessés. Certains meurent au service. C'est ça, Beauvau. Vous voyez, la part obscure,
Et la ténébreuse clarté. et la part de clarté, la part lumineuse. Qui permet de garder foi en l'âme humaine, si on comprend bien. Exactement. Vous vivez aujourd'hui, vous l'avez évoqué, dans la ferme familiale où vous êtes né, si je ne m'abuse, à Saint-Malo-du-Bois, un village de 1600 habitants. Vous n'avez jamais eu envie d'ailleurs, Bruno Retailleau? Jamais, c'est terrible. Alors là, quand je dis que je suis enraciné, oui, je suis pas une plante artificielle. Vous voyez, j'ai besoin de ces racines, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai pas de vie mondaine. Pas de vie mondaine. J'aime me retrouver avec des amis. Vous savez, mes amis, c'est mes voisins, ils sont agriculteurs ou ceux avec lesquels j'ai grandi. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont donné envie de faire de la Oui. politique? Ils étaient comment, vos parents? Non, alors, mon grand-père était maire de Saint-Malo-du-Bois. Il a été plus de 30 ans. Mon père aussi a été très jeune, à 24 ou 25 ans. Maire. Et ils m'ont donné le sens de la gratitude. Un des ressorts les plus puissants de mon engagement politique, je me suis d'abord engagé pour ma petite patrie, comme dirait Peggy Charnel, la Vendée, vous voyez, dans mon coin, parce que ça me parlait, c'est une communauté humaine, voilà. J'avais envie de servir. J'avais le sentiment d'être endetté, d'avoir contracté une dette. Ma famille n'est pas particulièrement riche, mais j'ai été élevé, je considérais que j'avais un grand-père qui a fait la guerre 14-18, et en 14, une balle lui traverse la gorge, vous voyez. Nos deux maisons étaient juxtaposées, il y avait une porte qui nous permettait d'aller et de venir, et donc je lui parlais beaucoup. Mon père a fait la guerre d'Algérie, et cette idée d'être dans son existence, d'être utile aux autres, ça m'a toujours habité. À 20 ans, j'étais un passionné de musique. J'avais créé une association, une école de musique, parce qu'au milieu rural, très peu de mes camarades avaient accès à des cours de musique. Et je trouve ça tellement génial. Vous jouiez d'un instrument? Oui, j'ai joué. Oui, j'ai joué pas mal du piano, un peu d'orgue et aussi de la trompette. Ah oui. Mais cette gratitude, voilà, j'ai envie de donner quelque chose de ce que j'ai reçu. Je vis avec ce sentiment d'être endetté et au sens bien sûr symbolique du terme. J'ai toujours considéré que finalement on est un peu des héritiers. On nous a transmis cette France que moi j'aime, que nous aimons, et ceux qui nous l'ont transmis l'ont fait à la sueur de leur front et parfois au prix du sang. Et je pense que le rôle de chaque génération, c'est de transmettre à la génération suivante une France meilleure. C'est pas toujours la même France, vous voyez. La France, elle bouge. Oui, la France, elle n'est pas totalement figée. On doit la reconfigurer. Chaque génération, d'ailleurs, reconfigure la communauté nationale, si j'ose dire. On a des racines. Vous êtes assez pudique quand même sur votre famille. J'aurais bien aimé avoir une photo de vos parents à montrer, mais je n'en ai pas. Vous voulez pas vous... Non. Il y a une muraille de Chine. Je fais très attention. Moi, je considère que l'engagement public, c'est l'engagement public. Qu'est-ce que les gens ont à connaître de ma proche famille? Je ne trouverai jamais une photo de mon épouse. Voilà, d'abord, elle est discrète, elle a sa vie, elle a son job, elle travaille. Voilà, j'ai 3 enfants et je leur dois ce calme. Voilà. Et il y a la vie privée. Vous savez, on en parlera peut-être, on est dans une démocratie... dans une république laïque, c'est le régime de la séparation. Alors il y a la séparation de l'Église et de l'État, il y a la séparation des pouvoirs, mais il y a aussi la séparation, je trouve, du public et du privé. Et moi, vous voyez, je supporte assez mal le côté people, le mélange des genres, cette espèce d'impudeur. Le fait de montrer les siens, ses enfants, son épouse, sa famille, non, non, je trouve que ça n'ajoute rien à ce que je pense, à mes convictions et aux propositions que je veux faire pour mon pays. Votre épouse, vous ne voulez pas en faire étalage, si je puis dire, mais elle sera peut-être première dame, donc il faudra qu'elle se montre à un moment, non? Sauf si elle n'a pas l'intention. Je pense qu'elle le redoute. Elle le redoute? Je pense qu'elle le redoute. Elle préfère rester planquée? Comme on dit, je ne l'ai pas trompée sur la marchandise, parce qu'on s'est connus très jeunes. Et donc, comme j'ai eu un parcours politique, je me suis très tôt engagé. Elle savait à quoi s'en tenir un peu. C'est voilà. Pas évident parfois? Pour elle, non, c'est pas évident parce que on a nos vies. Moi, je suis à Paris 3 ou 4 jours par semaine. Mais dès que je peux, je reviens en Vendée. Xavier Bertrand, qui était à votre place la dernière fois, il a dit que pour ses enfants en particulier, ça avait été dur, la distance, cette impression d'avoir manqué des moments importants. Est-ce que vous aussi, vous avez fait des sacrifices sur le plan personnel pour bâtir cette carrière-là? Je pense que on n'a pas à se plaindre, mais je pense que c'est une vie de sacrifice. C'est pas une vie où on s'appartient totalement. C'est pas une vie où on peut penser beaucoup à soi. C'est une vie qu'on essaie de donner.
pour un idéal, un peu pour les autres. Peut-être que ces mots paraissent un peu désuets, mais bien sûr que j'ai fait des sacrifices. Heureusement, j'ai pas été ministre trop tôt, donc mes enfants ont grandi, mais ils m'ont pas vu beaucoup à la maison. Moi-même, j'ai été élevé dans un tourbillon un peu, parce que on habitait le bourg. Mon papa était maire. Il avait une petite entreprise. Ma mère travaillait. Elle avait 4 enfants. Il était négociant en grains, Il était votre négociant en grains. Alors, quand je dis négociant en grains, on me regarde. Qu'est-ce que c'est que négocier en grains? C'est typiquement un métier rural au contact de l'agriculture de l'époque. Et je me souviens, à la maison, c'était à la fois la mairie, parce que les gens venaient, mon père était maire, donc ils venaient nous déranger quelle que soit l'heure. C'était en même temps le lieu où les clients, les fournisseurs venaient, et je voyais ma mère qui travaillait, pas jour et nuit, mais on a vécu dans ce tourbillon, mais c'était une vie une vie heureuse finalement. Une vie heureuse. Vous avez été pendant des années proche du souverainiste Philippe de Villiers, qui est devenu une des incarnations de CNews aujourd'hui. Quand vous le rencontrez, vous êtes jeune, 17 ans, vous êtes cavalier figurant au Puy du Fou, et il vous prend un peu sous son aile. Est-ce que vous diriez que c'est votre premier mentor en politique? Ah oui, non, mais Philippe de Villiers, Philippe a beaucoup compté pour moi. J'ai 17 ans, mon père est maire. Et un jour, il me dit, écoute Bruno, il y a un jeune énarque qui veut faire un son et lumière au Puy du Fou. Et c'est curieux parce que le Puy du Fou est à 4 km de chez moi, mais c'est un lieu qui était totalement méconnu. Et il cherche des acteurs, des figurants, mais il a des problèmes notamment pour trouver des cavaliers. Alors, les chevaux, évidemment, parce que c'est la nature, ça c'était la grande affaire de ma vie, passionné. Vous montez à cheval depuis toujours? Depuis toujours. Et donc, j'ai dit, écoute, pas de problème. Et j'ai trouvé au Puy du Fou à la fois donc un exutoire à cette passion. Alors en plus une passion décuplée parce que là c'était quasiment de la cascade. On a tous fait d'ailleurs un séjour à l'hôpital. Les chevaux n'étaient pas du tout des chevaux dressés pour, c'était nos chevaux. On les envoyait dans un milieu hostile où on avait de la nuit, la lumière, le son très très puissant et parfois des feux d'artifice. Donc bref. les chevaux paniquaient et vous êtes Les tombé. chevaux paniquaient, ah oui, bien sûr. Vous êtes blessé. Et j'avais souvent, on me donnait souvent pas les chevaux les plus calmes. Donc pour moi c'était un moment, voilà, et c'était la nuit. Je passais mon bac. C'était la seule permission de minuit que me donnaient les parents, donc super. Et donc avec un cercle d'amis, voilà, c'était assez génial. Et je découvre Philippe qui avait un charisme extraordinaire, il l'a toujours d'ailleurs, hein, avec cette idée de reprendre en main un petit peu notre histoire, parce que la Vendée est une histoire très particulière dans la République. Et j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas banal, bien sûr. Pas banal, avec qui finalement vous avez rompu. Est-ce que c'est l'histoire un peu de la créature qui a échappé à son créateur? Il paraît qu'il vous a déconseillé de faire l'ENA, par exemple. Tout à l'heure, vous disiez je rêvais d'être préfet. Oui, parce que je me souviens très bien, il voulait me récupérer en Vendée, bien sûr. Mais à l'époque, c'était la décentralisation. Et comme je voulais être préfet, il m'a dit « Ah oui, mais tu sais... lui-même était sous-préfet, il avait choisi le corps préfectoral à la sortie de l'école. Et il m'a dit, avec la décentralisation, de toute façon, maintenant, le préfet, ça ne sert plus à grand-chose. C'est les maires, les présidents de département. Ce qui n'était pas complètement faux, d'ailleurs. Hein, ce qui n'était pas complètement faux. Ceci dit, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a permis d'être metteur en scène du Puy du Fou. J'avais 25 ans. Oui, il vous a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, quand François Fillon, Premier ministre, veut vous nommer au gouvernement, en 2009, Philippe de Villiers fait tout pour vous en empêcher. Il va jusqu'à appeler Nicolas Sarkozy pour lui dire ne recrute pas Bruno Retailleau. Exactement. C'est une trahison, ça, non? Peu importe. En tout cas, on a fait 30 et quelques années ensemble. J'ai encore des très très beaux souvenirs. Mais c'est douloureux de revenir sur cette rupture Oui, c'est sûrement politique. douloureux. La rupture était très douloureuse, mais encore une fois, je suis fait de telle manière que je ne cuis pas dans mon jus, vous voyez. Donc, je suis content d'avoir participé à cette aventure du Puy du Fou. C'était un moment pour moi exceptionnel. Et j'ai beaucoup appris finalement. Et je pense que c'est un moment de ma vie très très important, fondateur. Je le remercie d'ailleurs encore de m'avoir permis de vivre ça. Ça s'est pas bien terminé. Vous lui en voulez pas. Mais bon, voilà, on a eu un différend. Vous avez mis en scène vos retrouvailles quand vous étiez à Beauvau. Au départ du Vendée Globe, vous avez mis en scène vos retrouvailles. Non, j'avais pas mis. Oui, c'était. Enfin, en tout cas, vous étiez donné rendez-vous pour. Non, mais, il vous prend par l'épaule comme ça. Pour le Vendée Globe, c'est le départ du Vendée Globe qui avait été créé en 89
qui est une course absolument magnifique. On l'appelle l'Everest des mers, parce que les océans, c'est encore le seul endroit totalement sauvage. Vous avez une nature qui est une nature fantastique, mais en même temps tellement dangereuse. Mais là, c'est marrant parce que vous vous échappez sans cesse. Non, alors je vais vous répondre. Là, je vous interroge sur Philippe de Villiers. Je vous interroge sur Philippe de Villiers. Pourquoi est-ce que je suis fier d'avoir été à ses côtés? Il y a le Puy du Fou, il y a cette aventure-là. Il y a le département. On a fait, je pense, ensemble des choses magnifiques pour la Vendée. Et puis, il y a eu le souverainisme. Moi je trouve que ce combat, au moment où il y avait deux orientations possibles de l'Europe, l'Europe fédérale ou l'Europe des nations. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe fédérale, c'est pas du tout ce que choisissent les peuples. Mais aux côtés de Charles Pasqua, de Philippe Seguin, Jean-Pierre Chevènement. C'est comme ça que j'ai mes premiers contacts avec Jean-Pierre Chevènement. Lui, c'était un républicain de la rive gauche. Moi, je suis fier d'avoir mené ces combats. Auprès de lui. Après, il y a eu la rupture. Et il paraît qu'il a même conseillé Laurent Wauquiez, qui est quand même votre principal concurrent. C'est pas très sympa, oui, ça. Il paraît. Il y a une règle, je crois, dans la vie politique, c'est que si on veut ne pas s'abîmer, il faut se préserver des rancœurs. Parce que sinon, si vous faites entrer par une petite porte un sentiment de haine, cette haine vous dévore. Et je pense que ça vous fait du mal. Voilà, il faut se préserver. C'est sage. C'est sage, mais c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est toujours facile. Ça doit être tentant quand même. Votre ancien mentor. Oui, c'est tentant, mais encore une fois, c'est pas mon inclinaison naturelle. Donc je suis en train de vous dire un truc qui est de l'ordre plutôt du réflexe de préservation chez moi, de l'instinct de préservation. C'est pas une qualité ou une vertu, mais en tout cas, je sais que quand on s'abandonne à ce sentiment en politique, on ne se relève pas. On a besoin, je ne sais pas si je le fais, c'est ça qui est terrible dans la différence d'image sans doute entre ce que je suis et l'image que je donne. Je pense que la politique, ça doit être beaucoup de générosité. Il y a un moment donné, il faut que... C'est, je crois, la fierté que j'ai eue à Beauvau, vous voyez, c'est que j'ai gouverné les hommes et les femmes, je les ai commandés, non pas par la crainte, mais par l'adhésion. En leur rappelant sans cesse l'idéal que nous avions, qu'on partageait. Et quand on arrive à cela, les hommes et les femmes vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Mais pour faire ça, il faut garder en soi quelque chose de positif, de la générosité. Il faut pouvoir donner. Mais si vous êtes rongé par l'amertume ou par la haine, vous n'avez plus rien à donner. Il y a eu d'autres moments dans votre carrière où vous avez failli être happé par cette haine? Non, pas tellement, non. C'est plutôt la discipline. Ce qui est dur, c'est la discipline du quotidien. C'est la discipline du quotidien, c'est-à-dire, c'est des sacrifices. On s'appartient plus. Moi qui aime cette vie simple, j'aimerais tellement faire des balades. J'aime le sport, voilà. Vous aimeriez avoir plus le temps de profiter de la vie? Bien sûr. Vous avez l'impression que parfois... Faire de la musique. Un de mes regrets, vous voyez, j'ai un demi-queue, un piano à la maison. J'avais emprunté à l'époque, avec ma maison, j'avais fait un autre emprunt pour m'acheter un piano, un demi-queue. Et je passe devant ce piano et j'ose même plus... Enfin, de temps en temps, je m'assois, mais très peu, parce que il faut pratiquer et on se déçoit. Donc, c'est un reproche vivant. Alors lui, c'est un reproche vivant, ouais, ça c'est sûr. Mais j'aimerais tellement. Et quoi, vous avez l'impression parfois que vous passez à côté de votre vie ou que vous êtes passé à côté de votre vie? Oui, bien sûr. C'est un métier, vraiment, il y a une part d'abandon. Il y a une part d'abandon. Je ne sais pas si je suis crédible quand je dis ça, mais c'est en tout cas ce que je pense. Mais ça en vaut la peine ou pas? Oui, je pense. Ah oui, ça vaut la peine. Oui, non, parce que je suis heureux dans ce que je fais. C'est pas, comment dirais-je, ma condition n'est pas sacrificielle, mais simplement, oui, il faut travailler, quoi. Il faut beaucoup travailler. Mais justement, dans le milieu rural duquel je viens, la valeur cardinale, c'est la valeur travail. C'est la valeur travail. Et là, vous placez la barre encore plus haut, Bruno Retailleau, parce que vous, l'éternel numéro 2, vous voulez devenir numéro 1. Qu'est-ce qui pousse un numéro 2 à se dire c'est moi qui vais être en première ligne maintenant? Mais d'abord, ma vie politique, elle n'a pas été conçue comme une carrière. Quand la première fois que je me présente, Philippe m'avait beaucoup poussé, j'avais pas très envie de me présenter comme conseiller général. J'avais 27 ans. Au département, quand je deviens président de département, c'est qu'il me met dos au mur, hein. C'était ou lui ou moi. Donc à un moment donné, il y a un instinct de préservation.
Et ensuite, je prends la région qui est de gauche. Il n'y avait pas beaucoup de candidats. J'étais président de département, passionné par la Vendée, passionné par ce que je faisais, mais il fallait aller au combat, vous voyez. Et j'arrive au ministère de l'Intérieur par une sorte de hasard. D'abord, qui eût cru que M. Macron ait dissous l'Assemblée dans les conditions où il l'a dissoute? C'était vraiment improbable, totalement improbable. Et du coup, il a fallu former un gouvernement. Et j'arrive à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est quand même une succession. Rien n'était prévu. En tout cas, vous avez aussi, vous êtes arrivé à vos fins en Vendée, face à Philippe de Villiers. Au Sénat, vous avez pris la tête du groupe des sénateurs, alors que c'était pas évident. On dit que vous êtes un peu l'éternel numéro 2, mais qu'on voit pas venir, quoi. Peut-être que... Oui, peut-être. La présidence du groupe au Sénat, ça c'est quelque chose que j'avais conçu, que j'avais voulu. Hein. C'est pas évidemment du hasard. Non, encore une fois, ce sentiment de gratitude est pour moi important. Vous savez, les hommes et les femmes politiques, souvent, ils viennent, ils fanfaronnent et ils se disent « je me suis fait tout seul ». Moi, je me suis pas fait tout seul. Je pense que c'est les autres qui nous font. C'est sa famille, c'est les siens, les Vendéens, ceux que vous côtoyez. Et ça vous donne un sentiment de responsabilité. Souvent, on m'a dit, mais jamais il sera candidat à la présidence de la République parce qu'il n'en a pas envie. Oui, vous n'avez pas l'air d'avoir le feu sacré qu'ont certains animaux politiques qui sont nés en se disant qu'ils voulaient être président. Mais mon ressort est beaucoup plus profond. Je pense que l'envie, c'est un sentiment qui a comme ressort l'égotisme, l'individualisme, le narcissisme. Et vous n'êtes pas de ceux Et qui se disent « je suis le meilleur, je suis fait pour ça ». Non, parce que jamais, moi je ne suis pas prédisposé. Autour de la table familiale, on ne parlait pas de culture, on parlait très peu de politique. C'était des échanges très simples du quotidien. Voilà, c'est le milieu duquel je viens. Encore une fois, on n'était pas pauvres, pas du tout, mais c'était pas du tout Avoir par rapport. de telles ambitions, ça aurait été complètement décalé. Si, mais mon père m'a toujours porté en avant. Cette ambition, il l'avait pour moi. Il a essayé de me porter en avant pour mes études, etc., etc. Mais vous savez, dans une école, voilà, à Saint-Malo, on bénéficie pas des belles écoles du primaire, du secondaire parisiennes. On est moins bien préparé ensuite pour affronter des études supérieures. Mais ce que je veux dire, c'est que mon ressort est beaucoup plus profond parce que j'ai un idéal et je veux l'atteindre, voyez. Et la question d'envie est une question qui renvoie à soi-même. Mon ressort à moi, c'est bien d'autres choses. Et encore une fois, moi, ce qui me pousse en avant, c'est cet idéal. J'aime la France. Je pense que la France est dans une mauvaise situation. Je vous disais que mon rôle, ma responsabilité, c'est d'essayer de tout faire pour que les nouvelles générations puissent avoir une France meilleure qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Bruno Retailleau, vous êtes candidat. Peu de figures à droite ont réagi quand vous avez annoncé votre candidature en février. Certains ont dit c'est pas le bon timing. Est-ce que vous dites que vous auriez dû faire autrement? Ah non, pardon. Moi-même, j'ai hésité. Il n'y a pas photo. Alors aujourd'hui, je suis absolument persuadé que c'était le moment de le faire. Pourquoi l'ai-je fait? Fondamentalement pour deux raisons. La première raison, et pas la plus importante, je savais qu'après les municipales, le chemin serait un peu plus embouteillé. On le voit bien d'ailleurs. Mais la raison fondamentale, c'est que il fallait qu'on fasse entendre une voix à droite. Il y avait eu l'épisode budgétaire où la droite avait voté le budget, où nos sympathisants, nos électeurs ne savaient plus du tout où on était, parce que le gouvernement était en train de faire de l'en même temps avec M. Olivier Faure. Nous, on votait des budgets, et donc on avait consenti à l'abandon de la réforme des retraites. Donc les gens de droite, vous voyez dans la droite, si j'ose dire, une sorte de compromission. Et donc il fallait réaffirmer, sortir la tête de l'eau, sortir de la masse pour dire, voilà, on est là, et voilà le cap. Et ça, c'était fondamental. Aussi avec le macronisme. Mais et d'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est le mois de février, où j'ai annoncé ma candidature, qu'on a fait un record de dons et de petits dons à LR. Pour le parti. Pour le parti. Et alors, c'est pour ça que vous avez choisi un système de départage, parce qu'il y a embouteillage, comme vous le disiez, en ce moment, à droite, au centre. Les Républicains ont choisi de départager, de soumettre aux adhérents plusieurs systèmes de départage pour la présidentielle. Ils ont le choix entre trois options: désignation du candidat avec un vote des seuls adhérents, désignation via une consultation élargie aux sympathisants, ou alors vous adoubez directement, vous, le président des Républicains.
En fait, tous les chemins mènent à vous, Bruno Retailleau? Ah, on verra bien. C'est le chemin de la démocratie. Je me suis présenté, on parlait de la crise démocratique. La crise démocratique, c'est aussi quand on ne consulte pas les électeurs ou les adhérents. Quand je me suis présenté pour devenir président de LR, j'ai pris un engagement. Et les engagements, j'essaie de les tenir toujours. J'ai dit, je vais vous rendre le parti. Et pour les décisions les plus importantes, c'est vous qui voterez. Et je leur ai dit, pour les modalités du choix de notre candidat pour l'élection présidentielle, vous serez consultés. Mais ça a énervé David Lisnard, il a cet claqué la porte engagement. du parti. Donc vous dites quoi? Pourquoi David Lisnard il claque la porte parce il que dénonce ils ont peur de un perdre, vote truqué? Mais parce qu'ils ont sans doute peur de perdre. En quoi on truquerait? En quoi est-ce que c'est truqué que de dire on va donner la parole à notre peuple militant? Et Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui était même pas là ce jour-là au bureau politique de LR, ils ont peur de perdre aussi? Mais je sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je trace ma route. Voilà. Il y a eu une élection. J'ai gagné à 75%. J'ai gagné sur un engagement. Cet engagement, je l'ai tenu. Il a été transcrit dans un premier temps dans nos statuts. Et donc je tiens ma parole. Je vais vous dire, c'est encore plus difficile à droite parce que la droite est beaucoup plus individualiste que la gauche. La gauche, elle a un réflexe collectif. C'est son instinct. Et nous, notre instinct, c'est d'être gaulois. Nous, on est cœur et l'heure. Et alors, de tout temps chez nous. Souvenez-vous, les querelles entre Balladur-Chirac, avant entre Chirac et puis Giscard, les querelles entre Sarkozy et Villepin, les querelles Copé-Fillon. Et les querelles Retailleau-Wauquiez. Oui, non, mais parce que Wauquiez, vous apprêtiez à le soutenir à un moment pour la présidentielle. Oui, c'est vrai, absolument, absolument. Mais il vous a déçu. Parce lui, pour le coup, vous diriez qu'il a manœuvré quand vous étiez au gouvernement pour je me suis dit que je ne pouvais pas le soutenir. Et c'est comme ça que j'ai résolu d'être moi-même candidat. Mais il vous a déçu ou trahi Non, peu importe. Je me suis dit, à un moment donné dans la vie, il y a des responsabilités que l'on doit prendre. Je ne peux pas m'aligner derrière cette candidature. Et donc, il faut que je prenne moi-même mes responsabilités. Je vais me présenter. Laurent Wauquiez, comme David Lisnard, il plaide pour une grande primaire ouverte et qui aille de Gérald Darmanin ou Édouard Philippe à Sarah Knafo de Reconquête. Ça, pour vous, c'est inenvisageable? Non, mais ce périmètre-là? Ce que j'observe moi, c'est deux choses. Première chose, pour la primaire, vous avez autant d'avis qu'il y a de défenseurs de la primaire. Vous allez avoir des gens comme Laurent Wauquiez qui veulent aller de M. Darmanin, Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo, David Lisnard, c'est Zemmour jusqu'à je ne sais où, Édouard Philippe qui n'en veut pas, Gabriel Attal qui n'en veut pas, qui dit mais si Bruno Retailleau participe à une primaire, jamais moi je ne pourrais me rallier à Bruno Retailleau. Il dit qu'il attend aussi de voir quelle est la ligne de LR vis-à-vis du RN. Donc non, mais il l'avait dit avant ce que je suis en train de vous dire. Donc moi je suis très pragmatique. Moi je pense que aujourd'hui, le bilan du macronisme, il est désastreux. Sur le plan économique, les Français s'appauvrissent. Ils savent désormais que notre niveau de vie est inférieur à la moyenne du niveau de vie des Européens. On a un endettement pharaonique, donc désastreux sur le plan notamment de l'économie, désastreux sur le plan de l'école, sur un certain nombre de services publics, et désastreux aussi sur le plan politique. Emmanuel Macron nous avait dit, avec moi, il n'y aura plus besoin de voter Madame Le Pen. Jamais, jamais, les ailes radicales n'ont été aussi élevés, notamment dans les sondages, parce qu'il a détruit, il a fait table rase des partis traditionnels, à gauche et à droite, en renforçant les ailes radicales. Donc moi je pense que le 2027, c'est un moment clé. La France a rendez-vous avec son destin. Ou c'est le relèvement, ou c'est l'effacement. C'est aussi avec ce sentiment d'urgence que j'ai décidé, moi, de déclarer ma candidature. Mais Bruno Retailleau, si vous êtes 4 sur la ligne de départ au centre et à droite, il n'y aura pas de relèvement, comme vous dites. Nous sommes d'accord. Donc il faudra bien Nous sommes d'accord. Nous sommes à 13 mois. Et ce que je pense, moi, ce que j'ai toujours pensé, ce qui va être déterminant, c'est le projet. Parce que si on commence à dire, faisons une plateforme commune, faisons un machin, socle commun, où Gérald a même proposé jusqu'à la gauche républicaine. Mais ça, c'est la continuation. Jusqu'à Raphaël Glucksmann. Vous ne pourriez pas travailler avec Raphaël Glucksmann? Mais pas en tant qu'homme. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et vraiment, je le dis publiquement, je veux le saluer. Il est courageux. C'est sans doute le seul, en tout cas un des seuls qui ne s'est pas compromis avec LFI. Bravo Raphaël, que je connais très peu. Je le dis. Bruno Retailleau, vous saluez un homme de gauche. Ah ben bien sûr. Écoutez, moi j'ai admiré Jean-Pierre Chevènement et d'autres d'ailleurs.
Voilà, ma relation avec Bernard Cazenave est une relation d'estime, bien sûr. Je ne suis pas sectaire du tout. Mais simplement, Mais pas dans votre quand primaire. vous mélangez... Mais c'est pas ça. Mais le macronisme, c'était ça. C'était ni droite ni gauche, ou est de droite et de gauche. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à rien. Parce qu'on est d'accord sur pas grand-chose. Et avec Reconquête, alors? Est-ce que Reconquête pourrait faire partie d'une grande primaire? Mais moi, cette tambouille, c'est pas mon truc. Mais sur le fond, vous pouvez dire que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Sur le fond, je vais vous dire, sur le fond, la France va mal. C'est le projet qui déterminera et qui départagera. Moi, j'ai un projet. Je pense qu'il faut renverser la table. Je pense que le système est à bout de souffle, les Français sont à bout de nerfs, et donc on s'appauvrit. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux que le travail paye plus. Il faut dire aux Français, il ne peut pas y avoir un système social généreux qui tienne si on ne crée pas de richesse. Pas de progrès social sans prospérité. La prospérité que je veux construire, c'est sur le travail. Il faudra accepter de travailler un peu plus. Si on travaille un peu plus 2 heures par semaine, c'est pas grand-chose. Moi, je suis capable de donner entre un 13e et 14e mois. C'est pas rien, ça. Et je veux aussi donner plus à ceux qui méritent, à ceux qui travaillent, et donner moins à ceux qui profitent. Je veux taper l'assistanat. On a un système trop généreux et trop en profite. C'est pour ça que j'ai proposé décréter à 70% du SMIC les revenus de la solidarité et de l'assistanat, pour qu'il y ait toujours un écart. Sur le plan régalien, sur l'immigration, si on veut moins d'immigration, si on veut une justice beaucoup plus ferme, il faut revoir la Constitution. Édouard Philippe, il n'a pas plié le match pour Bruno Retailleau? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non, parce que le problème, c'est quelqu'un pour lequel je l'estime, mais il a gouverné avec Emmanuel Macron. Et donc ce bilan le rattrapera à un moment ou à un autre. Vous dites qu'un macroniste ne peut pas être élu président. Est-ce que Édouard Philippe est un macroniste pour vous? Ou je me trompe en tout cas sur l'état du pays et sur ce que pensent les Français. Mais voyez, vous me disiez tout à l'heure, ce que vous avez bien fait de vous déclarer juste avant les municipales. Il faut bien voir que les élections municipales me donnent raison. En tout cas, ma candidature n'a pas nuit puisque on a remporté des très beaux scores. C'est nous qui sommes les gagnants des élections municipales, en dehors de Paris, de Marseille et de Lyon, partout en France. C'est nous qui sommes les gagnants. Mais ce que je veux dire, je l'ai bien vu moi, nos candidats qui ont réussi, compris à emporter des villes très difficiles, qui étaient depuis 50, 80, un siècle à gauche, c'est des candidats qui n'ont pas transigé. Ils étaient droits dans leurs bottes. Ils ne marchaient pas à l'oblique, en crabe, vous voyez. Voilà. Et je pense, moi, que tout ce qui a touché Emmanuel Macron, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, je suis certain que les Français ne voudront pas la continuité par d'autres visages du macronisme. Juste pour qu'on soit bien clair, une fois que vous aurez peut-être été désigné par les adhérents, les Républicains, est-ce que vous fermez la porte à une autre primaire un peu plus large ou pas forcément? Vous savez qu'il faudra un autre système de départage. Ma primaire à moi, c'est les projets. Je pense que je veux renverser la table. Et pour renverser la table, on ne peut pas avoir une synthèse molle. On ne peut pas avoir un plus petit dénominateur commun parce qu'on ne répare... La France, elle n'est pas réparable avec de la rustine. Mais aujourd'hui, vous êtes autour de 7-10% la justice n'est pas réparable avec de la justice. Il faut changer de politique pénale. L'école, c'est la même chose. La politique de santé. Eh bien, où je m'impose, et à ce moment-là, je gagnerai l'élection présidentielle avec ces idées, qui sont des idées de rupture. Je vais porter un projet de rupture comme aucun autre n'en a porté avant moi. Aucun. Sur la prospérité, l'État, notre modèle social que je veux préserver. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, je le vois moi, en milieu rural. À Paris, vous avez des gens qui ont un beau carnet d'adresses. Croyez-moi, ils ont un pépin de santé. En quelques heures, ils ont un rendez-vous avec un bon spécialiste, le meilleur spécialiste. Croyez-moi, en Vendée ou ailleurs, en milieu rural, dans la France périphérique, comme disait Christophe Guilluy, vous avez un pépin de santé, parfois il va vous falloir 6 mois, 1 an, pour avoir le bon rendez-vous. Vous vous rendez compte les chances que vous perdez. Donc moi, j'y tiens à ça. Donc, le régalien, les Français en ont marre. Trop d'immigration, une justice qui ne sanctionne pas suffisamment, un islamisme qui est conquérant. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis la fierté française. Moi, je veux qu'on défende notre mode de vie, notre culture, et qu'on transmette à travers une école qui, aujourd'hui, n'a plus rien de républicain. Puisque l'école française, aujourd'hui, elle avantage les enfants de parents qui ont un revenu élevé ou une bonne position sociale. C'est l'inverse. C'est une fabrique
à reproduire les inégalités sociales. Donc, il faut changer de modèle, il faut tout changer. Et vous parlez d'intransigeance avec vos principes, avec vos valeurs. Certains vous reprochent d'être un peu trop souple avec le Rassemblement national. Dernier exemple en date, vous n'avez pas clairement dit que vous souteniez Christian Estrosi face à Éric Ciotti, qui est un allié du RN. Pourtant, ce qui vous avait réussi plutôt à Beauvau, c'était de sortir d'une image trop droitière et d'élargir un peu au centre. Est-ce que vous avez récidivé ou... Ah, mais à Beauvau, les déclarations que je faisais n'étaient pas des déclarations centristes, c'est l'inverse. C'est quoi votre position vis-à-vis du Rassemblement national? Eh bien que je dis non à l'Union des droites parce que le Rassemblement national n'est pas de droite, qu'il n'en veut pas, et que ça ne marche pas, mais je dis oui à l'Union des droites dans les urnes. Moi, je m'adresse aux électeurs du Rassemblement national. C'est un peu flou comme ligne, non? C'est pas du tout flou. Ah, non, j'ai exclu tous les candidats LR qui ont voulu aller sur des listes RN, je les ai exclus. L'affaire de Nice sur Christian Estrosi, j'étais, moi, affolé par la fin de la campagne, où il y a eu une sorte de panique qui fait que Christian Estrosi, candidat que nous soutenions parce que nous avions un accord avec Horizon, mais franchement, quand on est un candidat qui doit représenter la droite, c'est pas pour faire des appels à gauche, pour demander à Martine Vassal de se retirer, à Franck Proust à Nîmes de se retirer. Vous pourriez pas soutenir Marine Le Pen, Bruno Retailleau, ou Jordan Bardella? Mais Marine Le Pen, elle est de gauche, non? Elle est de gauche? Non. Je pense que le programme du Rassemblement national empirera le mal français. Le problème du Rassemblement national, c'est un problème qui est un problème d'assistanat. Quand au Sénat, nous avions voté les 15 heures de contrepartie pour le RSA, parce qu'on considère qu'une allocation, c'est pas un dû, qu'il doit y avoir une démarche pour s'insérer économiquement. Ils avaient voté contre la réforme des retraites, contre la réforme de l'assurance maladie. Ils ont voté en 24 heures, au moment du budget, plus de 30 milliards d'euros de fiscalité de plus. Ils sont de gauche. Vous dites que Marine Le Pen est de gauche, qu'ils sont de gauche. Jordan Bardella, il n'est pas de gauche. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il est. Je connais pas vraiment sa colonne vertébrale. Vous pourriez pas le soutenir non plus. En tout cas, ce sont des démagogues. Vous trouvez pas un sujet sur lequel il n'est pas changé d'avis. Ils voulaient le Frexit, ils le veulent plus. Immigration zéro, ils veulent plus l'immigration zéro. Ils ont changé d'avis quasiment sur tout. Donc c'est pas ma famille politique du tout. En revanche, moi, je n'ai pas été de ceux à ostraciser, à vouloir mettre de côté les gens du Rassemblement national, les électeurs. Parce que ce sont souvent des électeurs qui votaient pour nous avant, et c'est nous qui les avons déçus. On les a déçus parce que on a été une droite honteuse, on n'a pas été courageux, on a subi un terrorisme intellectuel de la gauche qui voulait d'ailleurs fasciser ce qu'ils tentent de faire là. Ils ont tenté de fasciser quand le PS s'est allié dans ces accords de la honte que j'ai moi-même, c'est moi qui ai dénoncé au départ, avant le premier, bien sûr. Ça, c'est la vieille technique stalinienne qui consiste à fasciser tout ce qui n'est pas de gauche, quoi, vous voyez. Et il y a malheureusement une partie de la droite qui a cédé. Auquel cas, on en a rabattu et on a fait simplement de la sous-enchère à la gauche. On a arrêté d'être fièrement de droite. Et on a perdu notre électorat par millions. On a perdu notre électorat. Et moi, je veux qu'on puisse s'adresser à eux. Néanmoins, s'il y avait un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, il voterait? Non, attendez, il y aura un second tour. Vraisemblablement, aujourd'hui, le plus probable, c'est Bruno Retailleau et peut-être Rassemblement national. Et je gagnerai. Vous, Président, est-ce qu'il y aurait des ministres RN au gouvernement? Non, je suis certain qu'il faut dissoudre tout de suite l'Assemblée nationale, avoir 3 semaines de campagne pour que la réplique sismique entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour des législatives donne au président de la République et à son gouvernement une belle majorité. Et je pense que il y a les moyens d'avoir une majorité avec les propositions que je ferai. Vous, Président Bruno Retailleau, est-ce que vous habiteriez à l'Élysée? Oui. Oui, moi j'ai pas. Enfin, je loue un petit appartement parisien, mais j'ai jamais eu d'appartement à Paris. Donc moi, à Beauvau, j'habitais même pas le grand appartement du ministre. J'habitais le petit appartement, tout simplement parce que comme je dors peu et que j'arrivais tard et je me levais tôt, je veux être sur place au travail. Vous, Président, vous accrocheriez quoi au mur? Alors j'ai des tableaux parce que je suis un petit collectionneur, j'aime l'art contemporain. Vous collectionnez Oui, mais comme j'ai pas beaucoup de moyens, je collectionne des toiles qui sont
qui ont été peintes notamment par des auteurs singuliers qui sont assez peu connus. Laubiès, quoique Laubiès est un peu plus connu que Daniel Cordier, qui avait été un grand marchand d'art, enfin bref, l'avait fait connaître à Pompidou, Boisvive et bien d'autres, et j'en ai toujours deux dans mon bureau, au moins un de l'un, un de l'autre. L'un est un peintre du dépouillement, parce que une partie de sa famille est asiatique, et l'autre est un peintre au contraire. Alors lui vient de la péninsule ibérique, où il y a de la profusion, toute la toile est remplie de couleurs, etc. Bruno Retailleau, est-ce que vous seriez prêt, en tant que président, à mettre votre foi de côté, ou alors c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dissocier? Ma foi m'appartient, mais le modèle pour moi, c'est le général de Gaulle. Qui ne communiait pas en public, Exactement. qui a fait passer la loi sur la contraception alors qu'il était très catholique. Et le général de Gaulle, pour moi, dissociait totalement. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur, je m'interdisais, par exemple, de communier. On va aux cérémonies religieuses, hein, évidemment, mais je m'interdisais quand je représentais l'État. Le général de Gaulle, en privé, communiait. Hein. Il avait même d'ailleurs, je crois, il avait même fait installer une petite chapelle. Une petite chapelle. Donc, ma foi, elle m'appartient, si j'ose dire. Mais on est dans un pays laïque, on est une république, et si on veut exiger la laïcité, bah, il faut l'exiger, s'astreindre soi-même à un comportement qui ne confine pas à l'ostentation. Vous disiez, votre référence c'est De Gaulle. De Gaulle, donc très catholique, qui fait passer la loi sur la contraception. Vous, catholique, vous vous êtes opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, au mariage pour tous, à la PMA pour toutes. Est-ce que si vous êtes président, vous reviendrez sur ces avancées? Mais vous voyez, je crois pas, par exemple, sur la fin de vie. Où, vous vous y opposez également. Je m'y oppose, mais... Vous étiez même opposé à la loi Leonetti, si je ne m'abuse. Pardon ? Vous étiez opposé à la loi Leonetti aussi à l'époque. Oui, où je m'étais abstenu, je me souviens plus très bien. Ouais. On l'avait... Attention, il y avait eu 2 votes, mais la loi Leonetti est une bonne loi. Et je pense que il y a moins de 10 ans qu'elle a été votée. Mais ça, c'est une habitude très française. On a la bougeotte législative. Mais les arguments par lesquels je parviens justement à ma position, c'est pas des arguments religieux. D'autres, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout croyants, parviennent aux mêmes conclusions que moi. Enfin, dans la loi, ce qui me heurte dans ce texte-là, c'est que comme on a un système de santé qui est très fragile, ce que je crains demain, vous voyez, c'est que les considérations financières l'emportent. On le voit bien au Canada. C'est souvent les plus modestes qui ont recours à l'euthanasie. Mais quand vous aurez... Les soins palliatifs, ça coûte très cher. La petite pilule qui va vous faire passer de vie à trépas, ça coûte beaucoup moins cher. C'est ça que je crains. Ce que je crains, c'est que dès lors que ce texte sera passé, s'il passe, c'est que chacun, au crépuscule de sa vie, soit mis seul en face d'une question qui est terrible, qui est insupportable. Dois-je débarrasser le plancher? Suis-je un fardeau, une charge pour mes proches? Est-ce qu'il ne faut pas que, vraiment, pour ne pas les handicaper, il ne faut pas que je demande à mourir? Alors qu'au contraire, les soignants d'ailleurs, ceux qui accompagnent les gens en fin de vie, montrent que c'est dans des instants qui sont très très forts, où il y a ces derniers murmures, parfois des pardons... Ces derniers pardons, c'est des moments qui sont importants. Mais si vous étiez président, vous ne reviendriez pas en arrière sur ces avancées sociétales, non? Très franchement. Vous arrivez à faire la part des choses. Les choses. lois sociétales, ça a souvent servi au président de la République quand il connaissait d'autres échecs. Par exemple, sur l'aspect social. On se réfugie sur le sociétal. Pour avoir sa grande loi. Pour accrocher à son veston telle ou telle réforme, en oubliant tous les autres échecs. En revanche, et j'aurai l'occasion de le dire, je le dis pour la première fois avec vous, moi je ferai un moratoire. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ce qui a été voté, parce que c'est des facteurs de division, mais un moratoire sur les lois sociétales. Oui, un moratoire, c'est-à-dire qu'un moratoire, ça veut dire qu'on ne touche pas à ce qui est voté. Donc par exemple, si la loi fin de vie n'est pas votée avant la fin de ce mandat, avec vous, il n'y aura pas d'occasion d'en voter une, parce qu'il y aura un moratoire. En tout cas, ça n'est pas moi qui l'initierai. Vous avez un discours très ferme sur l'immigration, Bruno Retailleau. Ça aussi, est-ce que c'est pas en contradiction avec la position de l'Église catholique et la position de certains papes, notamment le pape François? Oui, mais c'est pas les papes qui me donnent, pardon. C'est pas les papes qui me donnent le comportement que je dois avoir. Mais l'Église catholique, je pense l'accueil. Oui, non, mais l'accueil, c'est pas l'accueil à tout prix. C'est exactement d'ailleurs ce que disait Michel Rocard, qui était plutôt de tradition protestante, je crois, quand il avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je pense qu'il faut tenir compte de la réalité. Et c'est ça la politique. Aucune société humaine ne résiste
quand elle est déséquilibrée par un afflux de gens qui viennent d'ailleurs et qui en plus désormais ne veulent plus s'intégrer ou s'assimiler, refusent même. Vous savez qui a dit « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli » Bien sûr, mais bien sûr. C'est le Christ. Mais bien sûr, mais d'abord, je ne me prends pas pour le Christ. Et vous n'avez pas peur du jugement dernier ? Et si, bien sûr. On peut en parler si vous voulez. Oui. Parce que je me considère comme un grand pécheur. Je ne me considère certainement pas comme meilleur que les autres. Mais en revanche, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a un ordre qui est temporel, laïque, et un ordre qui est spirituel. Cet idéal spirituel, on doit l'avoir, il faut accueillir. Mais l'accueil, on oublie, c'est la réciprocité. L'hospitalité, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, eh bien, à Rome, fait comme les Romains, voyez, c'est ça aussi, qu'on garde un particularisme, une foi, une culture, mais c'est très bien, sauf que la République, elle ne demande pas qu'on abandonne les particularités dans l'ordre privé, dans la sphère privée. Elle demande simplement que dans la sphère publique, on soit tous égaux et qu'on mette ces particularismes à l'écart. C'est la condition du citoyen. Et aujourd'hui, on voit bien que l'individu remplace le citoyen. Moi, je veux que ce soit le citoyen qui prenne toute sa place. Vous ne cachez pas que vous êtes catholique. C'est jamais moi qui en parle, c'est toujours les autres qui en parlent. Oui, en tout cas, vous ne le cachez pas, disons, mais c'est moi qui vous interroge sur votre foi, en l'occurrence, c'est moi. Vous n'avez jamais douté ? J'ai une foi de charbonnier qui a été une évidence pour moi parce que j'ai grandi dans un milieu qui est une sorte de civilisation rurale catholique, mais assez ouverte. C'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. La Vendée, c'était le catholicisme social. C'est pour ça qu'en Vendée, vous avez un des départements où vous avez le plus d'associations, le plus de bénévoles, comme vous voyez sur notamment le don du sang, etc. Plein de petits indicateurs qui révèlent en réalité ce fond du catholicisme social. Mais pour moi, cette foi de charbonnier, elle est confrontée à un idéal. C'est pour ça qu'il y a une forme d'intranquillité. Je pense que, contrairement, ça ne me donne pas de certitude, vous voyez. C'est pas ça chez moi. Ce qui m'habite, c'est quand même le doute vis-à-vis de moi-même. Comment est-ce que, si je crois à un tel idéal aussi élevé, comment moi je peux m'y conformer ? Et tous les jours, à tous les instants, on constate l'énorme fossé, l'écart. Et on doit se dire, mais mon pauvre, t'en es bien loin. Et c'est quelque chose qui est important parce que, vous voyez, enfin, il y a des gens qui sont des gens convaincus, fervents et qui se croient les meilleurs. Je ne pense pas, quand on a une foi sincère, qu'on puisse s'estimer être le meilleur de tout. Enfin voilà, je pense qu'on prend conscience de ses limites, au contraire. On prend conscience de ses limites. Et ça aide à faire prendre conscience de ses limites. Est-ce que ça aide aussi à appréhender le temps qui passe d'avoir la foi ? Non, mais je pense que les êtres humains, et c'est ce que je reproche, y compris à la vie politique, je pense que ça fait comprendre, on peut y parvenir par d'autres moyens que la religion, bien sûr. C'est la question de l'idéal, de la croyance, du sacré, au sens que Régis Debray l'entend. C'est-à-dire le sacré, c'est un idéal pour lequel on est capable de se sacrifier. C'est pas forcément la foi religieuse, ça peut être la foi républicaine, l'idéal patriotique, etc. Un idéal social aussi. Bon. On n'a plus cela, vous voyez, on est matérialiste. Et on a pensé que la production et la consommation pouvaient simplement être des questions qui pourraient résumer la vie d'un peuple. Et moi je pense qu'on doit porter, quand on est un homme ou une femme politique, quelque chose de l'ordre de l'immatériel. Jaurès avait dit un jour, la patrie c'est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. Eh bien on a tort quand on veut s'adresser notamment aux classes moyennes, on pense qu'elles sont guidées uniquement par des intérêts matériels. Je pense qu'elles sont guidées avant tout par d'autres intérêts. Et elles sont guidées aussi par des aspirations, non pas spirituelles, mais par un idéal. Et je pense que la politique doit porter cet idéal-là, un idéal français. Clémenceau, vous vous souvenez, il monte à la tribune, c'était au moment de l'armistice en 1918, et il a cette phrase qui est superbe. La France hier, soldat de Dieu, aujourd'hui de l'humanité, la France qui sera toujours le soldat de l'idéal, un idéal français. Et il faut donner aux peuples occidentaux qui sont désenchantés, qui ont une mauvaise conscience, qui se dénigrent, il faut leur dire non, on a donné au monde plein de belles choses.
sur le plan artistique, philosophique, sur le plan scientifique. Il faut être fier de nous-mêmes, il faut croire en nous-mêmes. Et le problème aujourd'hui, le problème au moment où je vous parle, c'est que on s'est coupé vis-à-vis du passé, on refuse notre héritage, la repentance perpétuelle, notre histoire est lacrymale, en tout cas on la disqualifie, et on nous dit, l'avenir, c'est pas terrible, l'avenir, c'est l'apocalypse écologiste. Et donc on nous enferme dans le présent. On n'a ni racine, on ne peut plus se nourrir du passé, et on n'a ni espérance en l'avenir. Et c'est ça qui est en train de tuer, une part en tout cas, l'idéal français. Moi, je vous parlais aussi du temps qui passe et qui rapproche vers la mort. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, demandait Bernard Pivot à ses invités. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire? Malgré tes faiblesses, viens. Bruno Retailleau, avant de passer au point lecture, on vous donne des surnoms. Je voulais juste, donc on vous surnomme le cardinal. Ça vient de Jean-Claude Gaudin, c'est ça, l'ancien maire de Marseille. Oui, ça vient de Jean-Claude Gaudin. Je vais vous raconter une anecdote. L'affaire des crèches. Elle m'arrive à moi, président du département de la Vendée, où on avait une crèche depuis longtemps, et le tribunal administratif donne raison à la libre pensée. Et donc, il faut que je désinstalle la crèche. Après, on a gagné un cours administratif d'appel au Conseil d'État, etc. Et Jean-Claude Gaudin, chaque fois, à chaque instance, tribunal administratif, cours administratif d'appel, Conseil d'État, etc., il m'offrait 200 tons de Provence. À chaque étape. Extraordinaire. Et des très beaux santons. Hein. Bruno Retailleau, si le Rassemblement national accédait à l'Élysée et que l'on vous proposait d'être ministre de l'Intérieur, est-ce que vous iriez? Non, mais c'est mal me connaître de penser que ma vie est ordonnée par la course aux places. Certainement pas. Donc vous refuserez par principe? Parce que je pense que le projet du Rassemblement national est pas bon pour la France. Vous pensez que Nicolas Sarkozy a adoubé Jordan Bardella ou pas? Parce non, je ne crois pas. Ils se sont vus récemment, ils ont non, déjeuné. mais Nicolas Sarkozy n'est plus... C'est un peu une rockstar, si j'ose dire, mais il n'appartient plus, si j'ose dire, à la seule sphère publique politique. Donc je n'y ai pas vu, moi, une signification politique. Il déjeune, mais il déjeune... Il a autant d'égards pour vous? Avec la terre... Oui, bien sûr, bien sûr. Bruno Retailleau, c'est le moment du point lecture. Alors vous étiez censé venir avec un livre, vous allez nous dire lequel vous avez choisi, mais vos livres sont en Vendée. J'ai hésité entre un livre de François Tcheng et j'ai hésité entre le livre, un très grand livre que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, de l'Archipel. C'est Solzhenitsyn. L'Archipel du Goulag. Et je vais vous lire une phrase que je connais quasiment par cœur. Peu à peu, dit Solzhenitsyn, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne séparait ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traversait le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. C'est important pour moi, cette phrase, parce que Solzhenitsyn a ébranlé le système communiste. Celui qui a révélé les atrocités. Or, je pense aujourd'hui que Poutine, pour moi, c'est le retour de l'homme rouge. C'est le retour de l'État KGBiste. Donc il y a un écho, vous voyez, y compris avec le présent. Et puis, la phrase que je viens de vous dire, elle a une signification importante pour des hommes et des femmes politiques. Il faut s'écarter du manichéisme, du sectarisme. Elle dit, finalement, le bien et le mal c'est pas l'autre. Ça peut être une partie de soi-même. D'ailleurs, ma propre foi me prédispose à penser ce genre de choses. Que, voilà, le mal nous constitue. Et la vie, notre existence, c'est aussi une lutte difficile. 100 fois recommencer. Les chutes, c'est chaque jour. Mais le mal nous habite. C'est notre condition humaine. C'est notre humaine condition. Et quand on a ça en tête, vous voyez, quand on pense que c'est cette extériorité du mal, ça veut dire que c'est l'autre qui est le mal, ou l'intériorité du mal, ça change votre regard. Vous ne pouvez plus être sectaire à ce moment-là. Vous savez que vous pouvez chuter. Vous-même. Voilà. Parce que vous l'avez en vous aussi. C'est le moment, Bruno Retailleau, de la série de questions. Si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi? Un peu plus de temps pour le piano. Un peu plus de temps pour le piano. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Oui, je le suis, parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai un idéal que je me suis donné très tôt, et la vie m'a permis finalement de lui donner du sens. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oui.
Oui, enfin oui, dans le sens où j'y pense peu, parce que je suis un homme d'action, plus que de méditation, je dois l'avouer. Mais quand j'y pense, je me dis, quelle réaction aurais-je? Quelle réaction aurais-je? Et comment je me prépare à... Voilà, mais toute la vie est une préparation, normalement. Mais est-ce que la foi peut t'aider dans cette Oui, perspective de la mort? bien sûr, parce que on pense que nous ne sommes pas que matière et que l'esprit demeure, bien sûr, sauf que on a beau y croire fermement, il y a quelques doutes toujours. Quand on est en face. Que dirait le petit Bruno du grand Bruno Retailleau assis en face de moi? Je pense qu'il ne le reconnaîtrait pas parce que j'étais un enfant plutôt timide, euh, qui manquait de confiance en lui-même. Voilà, et j'étais plus porté vers la solitude que finalement le contact avec des grands nombres. En tout cas, évidemment, moi, mes journées, je ne cesse de faire des réunions. En permanence, je suis en contact avec des autres. Donc il y a une métamorphose. Oui, oui, il y a sûrement une métamorphose, oui, bien sûr. Il y a une métamorphose, oui. Il a fallu sculpter un tempérament, et voilà, des habitudes, une hygiène de vie. C'était pas inné. Non. Ah non, Qu'auriez-vous... non, non, mais moi, Oui. il y a des- Rien n'était j'en inné. vis, bah non, mais j'en vis. Moi, vous savez, il y a des hommes et des femmes politiques qui, depuis tout petit, ont été préprogrammés par leur milieu familial à se vouloir président de la République. C'est pas mon cas du tout. Pas du tout. Qu'auriez-vous aimé que votre mère vous dise et qu'elle ne vous a jamais dit? Elle m'a tout dit en me disant peu. Parce que rien n'était verbalisé, mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents assez fusionnels. J'étais impressionné par leur grand amour. Et cet amour a rejailli sur leurs enfants finalement. Et donc, l'amour contient tout. L'amour dit tout. Et votre père, qu'auriez-vous aimé qu'il vous dise et qu'il ne vous a pas dit? Ah, idem. Je pense qu'il soit fier de moi. Il vous l'a pas dit? Si, il me l'a. Mais tout ça n'était pas verbalisé. Si, mais il me l'a dit. Parce que je me souviens lors d'une élection où il m'a retrouvé. J'avais été élu député. Et il m'avait retrouvé dans la petite ferme là, que j'habite. Et il était venu vers moi et les larmes avaient mangé ses mots. Donc je sais ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Merci, Agathe Lambray.